Bonjour à tous, je suis Yann Bonnet, je suis le DG délégué du Campus Cyber. On est ravi aujourd'hui d'organiser ce webinaire qu'on a intitulé Paris 2024, protéger votre PME contre les cybermenaces. Alors, ce webinaire est organisé par Cibia, Cibia étant un consortium coordonné par le Campus Cyber qui est là pour vous aider, PME et collectivités de la région Île-de-France, à mieux vous protéger contre les cybermenaces. Et donc, ce webinaire est co-organisé par Cibia et par la plateforme d'assistance Urgence Cyber Île-de-France. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux experts reconnus du domaine. Donc, on a Fanny Rivaud. Donc, bonjour Fanny, qui est coordinatrice d'Urgence Cyber Île-de-France. Tu pourras présenter un peu plus ce que c'est exactement cette plateforme. Et Hubert Loiseau, qui est responsable expert cyber de Cibia, qui est parmi nous. Alors, on est dans un contexte, dans un peu plus d'une quinzaine de jours, les JO vont débuter. Les JO, hein, c'est un événement, l'événement mondial le plus important au niveau mondial. On va avoir plus de 15 000 athlètes qui vont être accueillis en France. On va avoir plus de 10 millions de spectateurs, des dizaines de milliers aussi de journalistes et plus de 4 milliards de téléspectateurs. Donc c'est un événement majeur. Fatalement, dans ce contexte, on va avoir probablement des acteurs malveillants qui vont vouloir attaquer et toucher l'image de la France. Donc on va revenir là-dessus. Alors bien sûr, depuis déjà plus de 2 ans, l'ANSSI, qui est l'agence de cybersécurité de l'État, a travaillé avec les acteurs les plus critiques dans l'organisation de ces JO. Hein. Je pense notamment à des services critiques comme le chronomètre, la billetterie, la retransmission, les aspects santé et transport. Mais il ne faut pas croire que seuls ces services critiques pourraient être visés. Fatalement, et on va revenir là-dessus aussi, des acteurs, des PME qui peuvent être dans cette chaîne où des victimes collatérales pourront être touchées. Donc on est un peu tous concernés par ces enjeux de cybersécurité. Donc voilà, je me retourne vers Fanny. Ce webinaire, on va le dérouler en 3 temps. Hein. Dans un premier temps, on va parler de l'état de la menace. Et Fanny, tu vas nous présenter un peu cet état de la menace cyber en 2024. Ensuite, Hubert, tu vas faire un focus sur les risques spécifiques dans le cadre des JO. Et puis enfin, tous les deux, vous allez essayer de nous apporter des bonnes pratiques pour concrètement, en tant que PME, comment on peut simplement se protéger pour faire face à cette menace. Du coup, Fanny, je te laisse la parole donc pour nous dresser un état de la menace globale. Très bien. Bonjour, je suis Fanny Rivaud, je suis coordinatrice d'Urgence Cyber, qui est donc la plateforme des réponses aux incidents cyber pour les PME, les collectivités, les ETI et les associations pour la région Île-de-France. Et je vais vous présenter un petit peu rapidement l'état de la menace pour les PME. Slide d'après. Non, pas la slide d'après. Là, voilà. Donc ça, c'est un petit peu une revue de presse rapide de l'état de la cybersécurité. Donc c'est un vrai sujet pour la presse et pour les professionnels. Ça fait un moment, comme l'a dit Yann, c'est un sujet qui est traité par l'ANSSI depuis longtemps, mais il y a un vrai point d'attention pour les PME qui sont pas forcément toujours au fait de la gravité cyber, même si ça évolue. On voit une augmentation de la maturité cyber des PME, mais c'est assez éparse. Là, on a, sur la slide d'après, on a les chiffres de l'année dernière de l'ANSSI. Voilà. On voit qu'en fait, ça fait déjà 2 ans de suite que les TPE, PME et ETI sont des cibles privilégiées, notamment par les attaques par rançon logiciel, qui font énormément de dégâts. Dans les dégâts, on peut avoir des pertes d'argent de milliers d'euros à
centaines de milliers d'euros, voire parfois ça peut amener à une liquidation judiciaire. C'est déjà arrivé. Dans les autres menaces qui ciblent les PME, donc on a le rançon logiciel, on a aussi beaucoup la fraude au virement. Ça, on le voit, ça augmente, c'est assez facile en fait pour les attaquants, c'est de l'argent rapide, et ça se combine souvent avec de la fuite de données et l'usurpation de compte. Et spécifique un peu plus au JO, on va avoir les attaques DDoS, c'est-à-dire un nombre important de connexions simultanées sur votre site web pour vous paralyser. Ah. Et, les PME, vous êtes des entités très variées. Comme on l'a vu, il y a une menace importante, pas parce que vous êtes particulièrement ciblé, en fait, parce que maintenant les attaquants attaquent tout le monde. C'est un peu la pêche au chalut. Et comme on a cette variation en fait, de niveau de maturité, il y a des PME de 10 personnes. 11 personnes qui sont très matures parce qu'ils sont dans des contextes de défense ou très réglementés. Et après, on va avoir des entreprises qui ont 150 personnes où c'est pas encore un sujet, la cyber. C'est en train de le devenir, mais c'est pas encore un sujet. Et à 15 jours des jeux, comment ça s'appelle, on va pas faire de miracle. Si vous avez été préparé pour les attaques classiques, vous allez être quand même plutôt prêt pour les jeux. Voilà. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va vous donner quelques outils en fait et des solutions, notamment urgence cyber en cas d'attaque. Et après, je dis que c'était aussi du tout venant, mais en fait, spécifiquement pour les jeux, il y a quand même quelques cibles. Donc, si dans vos clients, vous avez des partenaires ou que vous êtes prestataire pour les JO 2024, vous allez être potentiellement une cible. Pareil, si vous êtes dans le transport, l'énergie. Et en fait, des attaques qu'on voit de plus en plus, ça va être des attaques par supply chain. Donc, en fait, c'est très compliqué d'attaquer directement, je sais pas, EDF ou la SNCF. Eux, ce sont des gros, ils sont sécurisés, ils ont des budgets, ils ont des process en place. Mais c'est plus facile d'attaquer l'entreprise qui fait leur logiciel de compta ou d'attaquer l'entreprise qui gère leur cantine, etc. En fait. Donc c'est pour ça que vous avez un niveau de vigilance à monter si vous êtes partenaire ou prestataire d'entreprises qui travaillent pour les jeux. Merci Fanny. De mon côté, donc je suis Hubert Loiseau, expert en cybersécurité au sein du programme Cibia. Notre métier, c'est d'accompagner les PME de la région Île-de-France principalement et les collectivités territoriales de cette région dans leur montée en maturité cyber. Donc on est régulièrement amené à accompagner des PME sur des plans de sécurisation au travers de diagnostics, etc. Donc très régulièrement, on accompagne des PME pour qu'elles se protègent un peu plus, notamment en vue de ce genre de scénario, de risques que représentent les Jeux Olympiques et de manière générale tout grand événement sportif ou tout grand événement avec une envergure planétaire. Les JO 2024, on en parle depuis un certain temps, tout le monde sait que le niveau de risque est particulièrement élevé. La revue de presse de Fanny le montre notamment. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les JO 2024 ne sont pas fondamentalement différents des JO précédents. On constate depuis déjà un certain temps que les JO, qui sont un événement qui attire l'attention et braque les projecteurs sur un pays pendant un mois, vont permettre d'être un levier en quelque sorte pour des attaques et de les faire mettre en avant bien plus qu'à l'accoutumée. On voit depuis 2008 et les JO de Pékin que des attaques cyber ont lieu systématiquement au cours des JO et touchent systématiquement l'organisation des JO, une partie de l'organisation, ou en tout cas à minima la chaîne de valeur des Jeux Olympiques. Donc en 2024, dans un peu plus de 2 semaines, Paris va héberger les JO et on s'attend à un niveau de risque particulièrement élevé. On a tous en tête, bien évidemment, la cérémonie d'ouverture qui va être
le point central, le point crucial à partir de là où tout commence, mais surtout là où l'attention va se focaliser principalement. On a déjà vu dans des éditions précédentes, notamment en Corée du Sud, des tentatives de sabotage de cette cérémonie d'ouverture pour des raisons potentiellement géopolitiques, pour montrer qu'un État n'est pas en capacité d'assurer l'organisation d'un tel événement ou ce genre de choses. Alors évidemment, le contexte géopolitique actuel fait que cette édition des Jeux Olympiques a une saveur peut-être encore plus particulière. On est tous bien au fait dorénavant du contexte géopolitique russo-ukrainien qui peut avoir très régulièrement des manifestations dans l'espace cyber, mais des événements nouveaux ont eu lieu depuis. Le conflit israélo-palestinien, typiquement le conflit de politique intérieure au niveau national, avec une sorte de période de flou politique, font que des États étrangers, typiquement, pourraient avoir un intérêt à activer des cyberattaques durant cet événement pour mettre encore plus en exergue une difficulté temporaire de notre nation. Alors, ce qu'on voit pendant les Jeux Olympiques, c'est plusieurs types d'attaques. Certains types d'attaques, ou en tout cas des familles d'attaques, vont directement toucher des PME, soit effectivement, comme mes collègues l'ont dit précédemment, parce qu'elles sont dans la chaîne de valeur de l'organisation de ces Jeux Olympiques, de manière directe ou par des rangs ultérieurs de fournisseurs, mais elles vont aussi bien évidemment toucher les spectateurs. Les spectateurs sont des cibles privilégiées pour les cyberattaquants. Le nombre de spectateurs qui est amené à se déplacer en France pour assister à des événements des Jeux Olympiques est particulièrement élevé. Ce sont des millions de spectateurs qui vont arriver sur le sol français et qui vont être autant de proies faciles. La première chose qu'on va avoir en tête, c'est typiquement l'escroquerie qui va cibler des spectateurs. À titre d'exemple, on a la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022, qui est un événement d'ampleur assez similaire à des Jeux Olympiques, et qui va avoir donné lieu à la création de faux sites internet aux couleurs de l'événement, où des spectateurs vont avoir malencontreusement renseigné leurs identifiants sur une plateforme de réservation de billets d'avion, sur une plateforme de réservation de chambre d'hôtel ou de demande de visa, et vont avoir malheureusement donné leurs identifiants, vont avoir donné des informations bancaires et donc avoir fait l'objet d'une attaque assez traditionnelle comme des attaques par phishing qu'on a régulièrement l'habitude de voir passer sur nos éléments de communication personnelle. Ça, c'est la première chose. Et donc, en tant que gérant, responsable dans une PME, ou même employé de n'importe quelle structure, vous allez potentiellement participer à des événements des Jeux Olympiques, vous allez potentiellement aller voir des matchs, vous allez potentiellement rentrer sur la plateforme pour récupérer vos tickets des Jeux Olympiques, et dans ce cas-là, potentiellement vous faire compromettre vos identifiants, qui sont des identifiants qui ont tendance à être réutilisés très régulièrement sur vos espaces professionnels. Et c'est là où le bas blesse, et où en tant que spectateur, vous allez aussi pouvoir potentiellement être un vecteur de compromission pour votre entreprise ou pour votre collectivité ou organisation. Donc ça, c'est une première chose. Puis dans un second temps, ce qu'on va avoir, c'est des tentatives d'extorsion, des tentatives beaucoup plus classiques. Ce qu'on a pu voir typiquement, et on en a parlé tout à l'heure, c'est le rançongiciel. Le rançongiciel est toujours une menace importante. Elle crée des dégâts importants pour les organisations, elle les déstabilise. Ce qui va être très particulier pendant ces JO, c'est que les JO, ça dure pas très longtemps. Les JO, ça dure 3 semaines. Et à l'issue de ces 3 semaines, on revient pas en arrière. On peut pas récupérer le coup. Typiquement, une PME qui va avoir une indisponibilité de son système d'information pendant quelques semaines, elle va avoir des pertes de chiffre d'affaires, mais si elle reconstruit son SI, elle va avoir la capacité à s'en remettre. Si vous avez tout misé sur cet événement bien spécifique et que votre système d'information est indisponible pour X ou Y raison, et le rançongiciel en est une, vous allez passer à côté de votre événement et potentiellement avoir des conséquences plus encore importantes pendant une très courte période. Ce qu'on a déjà vu typiquement, c'est des stades de football, des stades d'athlétisme ou autres, qui ont fait l'objet d'une attaque par rançongiciel. On a vu en 2019 l'AS Saint-Étienne, un club de foot français, qui a été la victime d'une attaque par rançongiciel. Préjudice principal, ça a été un blocage pendant plusieurs jours de tous les échanges de courriers de la structure et des employés avec l'extérieur, et puis une indisponibilité de la billetterie du club.
Et c'est là où ça devient plus un problème, c'est que en cas d'indisponibilité de cette billetterie-là, l'organisation de l'événement sportif devient quasi impossible. Pour assurer l'accès à des spectateurs avec une billetterie indisponible, bah, malheureusement, on va avoir les plus grandes difficultés du monde. On a déjà vu d'autres types de scénarios où on a des gestionnaires de parking qui font partie de l'organisation in fine d'un événement sportif, des gestionnaires de parking qui se sont vus compromettre par un rançon logiciel. Le résultat in fine, c'est des barrières de parking qui restent ouvertes et une perte de chiffre d'affaires pendant une période où on s'attendait à avoir des retombées économiques bien particulières. Un autre type d'attaque très courant, on en a parlé, ce sont les attaques par déni de service. Alors, on a régulièrement l'habitude de dire que les attaques par déni de service, c'est peu sophistiqué et ça occasionne des dégâts, mais pendant une période courte. Là, le problème, c'est que la période courte, elle va être encore plus prépondérante. Une attaque par déni de service qui va rendre indisponible n'importe quel élément de réservation d'hôtel, typiquement, va devenir particulièrement critique, même si c'est pendant 2 jours. Si c'est pendant les 2 jours qui précèdent ou qui suivent la cérémonie d'ouverture, ça risque d'être un problème bien particulier d'avoir un site web public qui devient indisponible. Et puis là où les attaquants ont, si je puis dire, renforcé leur permissivité, c'est qu'aujourd'hui on fait du chantage à l'attaque par DDoS. On sait très bien qu'une attaque par DDoS, elle est difficile à arrêter, même s'il y a des mécanismes techniques qui permettent de le faire. On peut vous faire du chantage au DDoS et vous demander de payer une rançon, pardon, monnayant quoi, vous ne ferez pas l'objet de cette attaque. Alors, petit aparté sur les rançons, hein, on gardera bien à l'idée que de payer des rançons, c'est toujours une très mauvaise idée, parce qu'on n'est pas assuré du résultat. Et de manière globale, on vient nourrir le milieu du cybercrime, un écosystème voilà, qui est déjà bien assez argenté. Et donc de payer ces rançons revient globalement à leur donner encore plus de moyens pour causer encore plus de dégâts. Donc voilà, on peut avoir ce chantage au déni de service et puis du chantage à la divulgation de données. Si vous avez fait l'objet d'une attaque par rançongiciel, les attaquants ont potentiellement connaissance de toutes vos données, clients, fournisseurs, citoyens, que sais-je, et vont pouvoir vous faire un chantage à la divulgation. Divulgation qui pourrait aussi vous mener à potentiellement des sanctions administratives si on a des données personnelles qui sont protégées au sens du RGPD. Ce qui peut occasionner des sanctions assez lourdes en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, on a toute cette monétisation des données qui devient une économie bien certaine. On l'a vu par exemple hein, dans les JO de Rio en 2016. C'est un éditeur de solutions de sécurité qui avait estimé qu'environ un quart des réseaux Wi-Fi qui figuraient autour du comité olympique du Brésil étaient en fait des réseaux insuffisamment sécurisés, voire peut-être certains réseaux malveillants, et que la compromission de ces réseaux Wi-Fi permet aux attaquants de capturer des informations personnelles, des informations professionnelles, qui peut mener à de la fraude à l'identité, de la fraude bancaire, ou voire à de la compromission et de l'intrusion sur un système d'information. Voilà, on voit ce genre de scénario se répéter régulièrement dans les Jeux Olympiques. Donc, première catégorie, c'est la catégorie lucrative. Hein. On a des réseaux cybercriminels qui veulent profiter de l'occasion pour faire de l'argent. Et puis la deuxième catégorie, et c'est peut-être là où on rentre vraiment dans le plus visible de par le monde, de par les citoyens, de par même les habitants de la région francilienne, c'est les attaques qui visent à faire de la déstabilisation. On a eu des attaques qui ont mené à des sabotages informatiques bien sérieux, notamment dans les JO de 2018 en Corée du Sud, où on a eu une vague importante de codes malveillants qui visaient à détruire des infrastructures. Le code malveillant porte le sobriquet de Olympic Destroyer. Le but était de perturber effectivement la cérémonie d'ouverture. Et cette attaque a réussi. Elle a conduit à l'indisponibilité du site internet des JO, de l'impression des billets, de la connexion Wi-Fi, de la vidéosurveillance, de l'affichage dans les stades et puis de la retransmission vidéo. Donc là, on a carrément l'ensemble de la cérémonie qui est entièrement perturbée. On a même des serveurs d'hôtels qui ont été touchés. C'est une attaque qui a été bien documentée et analysée comme étant un mode opératoire lié au renseignement militaire russe. On s'inscrit là aussi dans un cadre géopolitique. Hein. On se rappelle un peu tous du scandale de dopage des athlètes russes en 2016 qui a valu à la Russie des interdictions massives de leurs sportifs. Cette attaque représente quelque part une forme de représailles d'un contexte politique particulièrement tendu.
un événement majeur comme les Jeux Olympiques, c'est une caisse de résonance pour les attaquants qui veulent amplifier leurs revendications. Donc on est aussi dans un contexte de militantisme, qui soit politique, activiste. On peut imaginer tous les types de menaces dans ce segment-là. On l'a vu pendant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Euh, on sait très bien que cette Coupe du Monde a été particulièrement décriée pour tout un tas de raisons sur les droits de l'homme, sur le coût écologique de l'organisation de ces Jeux Olympiques. Des activistes politiques ont mené des attaques par déni de service, se sont organisés pour viser des entités qataries, ministère des Transports typiquement et de la communication. Ils ont fait preuve d'indisponibilité, ces systèmes. Ils ont accusé le coup. Et ce type d'attaque engendre des indisponibilités d'une durée qui est certes limitée, mais ça engendre des pertes financières et puis surtout des conséquences qui sont de l'ordre réputationnel pour l'organisateur et qui viennent ternir un petit peu la réussite de l'organisation d'un événement sportif comme celui-là. On a aussi de la divulgation de données. Le moyen typique qu'on a pu voir, c'était en septembre 2016, l'Agence mondiale antidopage qui a été victime d'une fuite de données confidentielles qui était relative à des athlètes qui avaient participé au JO. Ces données, elles ont permis de révéler des résultats de tests antidopage, des dossiers médicaux d'athlètes qui pouvaient potentiellement nuire en plus à leur carrière d'athlète individuelle. Cette attaque, elle aurait été conduite par des attaquants, encore une fois, réputés russes, en réponse à la publication de ce rapport de l'agence antidopage. Donc voilà, on reste dans ce segment d'une attaque avec une visée activiste. Dernier segment, alors là on est peut-être moins touché en tant que PME, mais on peut en faire les frais par les répercussions successives sur la chaîne de valeur. C'est des attaques à des fins d'espionnage. On le voit régulièrement pendant les JO, des athlètes font l'objet d'espionnage dans leur chambre d'hôtel, au travers de leur Wi-Fi, ce genre de choses. On a des groupes d'attaquants qui sont spécialisés dans la compromission de réseaux publics. L'objectif, in fine, étant de dérober des données, typiquement des athlètes. On a des groupes qui conduisent des attaques sur les réseaux Wi-Fi pour connecter des données personnelles des cadres, de l'organisation, d'équipes, de délégations sportives. Avec les millions de visiteurs, c'est vraiment une opportunité d'agir pour ces types d'acteurs et de toucher tous les sportifs potentiellement de la planète. On a enfin, dans cette logique d'espionnage, une attaque sur la chaîne d'approvisionnement. Typiquement, les grands sponsors des JO, qui soient en premier rang ou en second rang, sont des cibles très privilégiées. De faire tomber un sponsor qui est en haut de l'affiche risque d'avoir un impact extrêmement fort sur son coût, sur le coût de l'action en bourse, typiquement. On l'a vu, Fujitsu, qui est une société japonaise d'équipement informatique, a été victime d'un accès non autorisé de ces données. Elle avait un portail exposé sur Internet avec des données clients. Cette plateforme, elle a été piratée à l'occasion des Jeux Olympiques. On l'a découvert que plus tard. C'était pendant les JO de 2020 qui ont été effectivement affectés par cet incident. 170 personnes qui ont vu leurs données fuiter, 90 entités qui prenaient part aux exercices de crise du comité d'organisation des JO de Tokyo ont été dérobées. Encore une fois, d'après les médias, ce sont des groupes d'attaquants réputés appartenir à des services étatiques chinois en l'occurrence. Et donc on a une multitude de victimes qui ont fait l'objet d'attaques par espionnage, des campagnes d'espionnage massives, qui ont pu passer par des boîtes mail compromises, des mots de passe réutilisés, etc. Donc globalement, on voit que toute cette chaîne peut être fragilisée pendant cet événement-là. Si vous êtes fournisseur de premier rang, de second rang, de troisième rang d'organisateurs des JO, typiquement de services d'hôtellerie, vous pouvez contribuer à protéger ces Jeux Olympiques ou alors, au contraire, à les fragiliser si en tant que fournisseur, vous n'avez pas mis en place des mesures de cybersécurité, je dirais élémentaires, parce que des attaques de type espionnage étatique, on arrivera, voilà, ils sont déjà là, on n'arrivera pas à s'en prémunir. En revanche, pour le haut du spectre, les attaques lucratives, on va dire, où les réseaux cybercriminels vous ciblent au chalut, comme le disait Fanny tout à l'heure, à la pêche au filet, vous pourrez là vous en prémunir en mettant en place des mesures de sécurité qui sont pas forcément compliquées. Alors c'est sûr qu'à un peu plus de 2 semaines des JO, ça devient un petit peu tendu de tout mettre en œuvre, mais on peut déjà mettre en œuvre
des mesures de cybersécurité élémentaires qui vont grandement limiter le risque, vous faire passer un petit peu en dessous du spectre, mais on va en reparler tout à l'heure et je vais laisser la parole à Fanny sur des mesures de cybersécurité qui peuvent permettre de limiter le risque pendant cette période particulièrement tendue. Donc déjà, dans les bonnes pratiques et recommandations, donc je l'ai mis un peu après pour aller plus loin, mais il y a les 13 questions, le guide sur les 13 questions de l'ANSSI. Et il y a aussi surtout donc, la plateforme Urgence Cyber. Donc nous, on a une plateforme créée depuis fin novembre. Donc on a un numéro de téléphone qui est le 0800 730 647. Normalement, on est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h, mais exceptionnellement, pendant les Jeux, on passe en 24/7. Donc à partir de ce vendredi-là, du 12 juillet au 12 août, vous pourrez nous appeler sur ce numéro de téléphone ou nous écrire par mail, et vous allez avoir un expert qui va vous répondre à vos questions en fait, en cas d'attaque. Puisque justement, il y a des choses que vous pouvez faire, mais une fois que l'attaque elle est là, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous nous appelez, nous on va vous donner les gestes de premier secours en fonction de votre attaque, on va la qualifier ensemble, et justement les gestes un peu rapides à faire, et après on va vous mettre en relation avec un expert cyber. Nous on a plus d'une dizaine d'experts cyber recensés, vous pouvez les retrouver sur notre site web, urgencecyber.ile-de-france.fr, et on va vous trouver quelqu'un. En fait, moi, j'ai déjà des entreprises qui me disent « Ok, mais pourquoi est-ce que je vous appellerais? J'ai déjà un contrat, certes chez Orange, par exemple, ou n'importe où, mais s'il y a une attaque euh, complexe ou importante qui cible plusieurs entreprises, euh, Orange ou d'autres, en fait, ils vont être surchargés. Et le fait que nous, on ait ce lien privilégié avec plus d'une dizaine d'entreprises expertes triées sur le volet, ça nous permet en fait de choisir celle qui va savoir répondre et techniquement et humainement à votre souci et adapté à la taille de votre PME, à votre SI. On est également en contact direct avec le CERT-FR, ce qui nous permet en fait, si par exemple vous êtes dans la chaîne de valeur des Jeux Olympiques, de le remonter très rapidement et de redescendre vers vous pour endiguer l'attaque et éviter une propagation importante. Un peu le schéma de ce que j'expliquais. Donc, s'il y a une attaque de l'entreprise, vous nous appelez, on diagnostique, on vous donne les gestes de premier secours, on vous apporte aussi l'aide juridique, donc la CNIL qui est très important puisque vous avez 72 heures pour porter plainte s'il y a des fuites de données à caractère personnel. Sinon, souvent, il peut y avoir des sanctions. Et après, donc, on va choisir ensemble, enfin, vous trouvez des experts cyber. Donc, il y a OCD, Allemand, 1.sec, etc. Et aussi d'autres plus petites qui sont adaptées justement à des entités un peu plus petites. Et nous, on va vous trouver quelqu'un, on ne vous laissera jamais sans solution. Voilà, et donc après, on est aussi en relation donc, avec le CERT-FR, mais aussi avec le reste de l'écosystème. On est en relation avec nos équivalents sur les autres territoires, donc dans les autres régions. Par exemple, en Bretagne, ils ont Red Cyber. Cybernis, par exemple, si vous avez des filiales, on va pouvoir vous mettre en relation avec nos homologues, mais aussi les autres certes sectoriels, par exemple l'aviation ou la défense. Ça, c'est un peu pour aller plus loin. Donc, il y a les guides de l'ANSSI qui sont vraiment très bien faits. Donc, c'est celui dont je vous parlais, la cybersécurité pour les TPE, PME en 13 questions. Et dans ces questions, il va y avoir des choses assez concrètes que vous pouvez faire facilement. C'est-à-dire, déjà, si vous savez que vous réutilisez tous vos mots de passe, changez-les. Faire un peu sauvegarder ce qui est très critique pour vous déjà, et aussi faire une cartographie rapide. Si demain, il y a votre PC qui peut plus s'allumer ou qui a plus accès à rien, qu'est-ce qui se passe? Ça, vous pouvez le faire assez rapidement. Normalement, vous êtes des entités où il n'y a pas trop d'actifs. Donc déjà, ne serait-ce que savoir qu'est-ce qui est critique, si ça bloque, je peux plus travailler demain. Ok, s'il y a peut-être un bout qui bloque, peut-être que je peux travailler de cette manière ou de cette autre manière. Par exemple, je sais pas, je pense à la restauration. Si vous êtes dans la chaîne de valeur qui va nourrir les athlètes, peut-être que votre SI tombe, mais il y a peut-être des manières avec un papier, un crayon, plus fastidieuses, certes,
mais qui vont vous permettre d'envoyer les plats quand même. D'avoir quelque part imprimé la liste des numéros de téléphone de vos fournisseurs. Voilà, c'est des petites choses qui vont vous permettre en fait de limiter la crise si elle survient. Ça Hubert. Ouais, alors après, pour aller peut-être en amont, pour reprendre le cheminement inverse, Fanny vous propose des solutions pour réagir en cas de cyberattaque. L'idéal, dans un monde où tout va bien, c'est de faire en sorte de ne pas subir la cyberattaque et de mettre en place les mécanismes de protection qui vont éviter que les attaquants puissent rentrer sur votre système d'information d'une façon ou d'une autre. La première des choses, moi, que je vous recommanderais, c'est de communiquer à vos collaborateurs, d'envoyer quelques mails peut-être pour leur rappeler des gestes très basiques, hein, de premier réflexe, de ne pas ouvrir des messages qui vous sembleraient suspects, ça va de soi, de ne pas ouvrir des pièces jointes qui auraient des extensions un peu douteuses, euh, des points .exe, des points .com, des points .bat, ce genre de choses. C'est rarement de très bon augure, ce qui ne veut pas dire que si c'est des points .doc, c'est de bon augure aussi, mais voilà. Soyez vigilants sur l'ouverture de pièces jointes, soyez vigilants aussi sur les URL, les sites web que vous visitez. S'il y a des URL qui attirent votre attention, lèvent un petit peu une forme de doute dans votre esprit, c'est probablement qu'il n'y a pas de doute. Donc évitez de cliquer dessus pour éviter que le mal n'arrive sur votre système d'information. Et puis un geste aussi très basique, mais ne branchez pas sur votre poste de travail ou sur tout équipement de votre système d'information des clés USB que vous auriez trouvées par hasard, qu'on vous aurait offert, qu'on vous aurait donné à un salon. Ce genre de geste peut mener à une compromission importante du SI. Pour abonder aussi sur ce que disait Fanny, exercez-vous. Alors même s'il reste assez peu de temps, il n'est jamais trop tard pour faire un petit exercice de crise sur table. Posez-vous avec vos quelques collaborateurs clés qui traitent de votre système d'information, mais pas que, hein, avec les collaborateurs importants de votre structure, et posez-vous la question si tel système d'information particulièrement critique dans notre organisation venait à défaillir, voire l'ensemble du SI, comment est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Comment on fonctionne? Comment on continue à travailler pendant cette période malgré une indisponibilité partielle, voire totale du système d'information? C'est un exercice théorique, mais qui va peut-être vous faire vous rappeler que il existe des sauvegardes de données qui sont ailleurs et qu'on peut ressortir à l'occasion, qui va vous faire vous rappeler que vous avez peut-être imprimé des fichiers clients pour X ou Y raison et que vous pourriez y revenir en cas de crise particulière. Ce genre d'exercice va peut-être aussi vous ramener à des bons réflexes que vous aviez oubliés. Moi, je vous recommanderais pendant les quelques semaines qui arrivent, pendant les JO, de faire une veille sur l'état de la menace. On a parlé tout à l'heure de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a un centre de veille dédié qui s'appelle le CERTFR, qui va vous proposer tous les jours des informations sur des vulnérabilités importantes, des attaques peut-être qui ont cours. Soyez à l'affût pendant cette période-là, et si vous reconnaissez dans les bulletins qui sont publiés des solutions que vous utilisez dans votre SI, soyez particulièrement vigilants sur la mise à jour de sécurité qui vous incombe. Ça, c'est plutôt pour la partie sensibilisation humaine, j'ai envie de dire. Sur une partie un peu plus technique, on peut encore faire des choses dans les quelques jours qui restent. Protéger vos postes de travail, c'est très souvent un des premiers points d'entrée quand on a une intrusion massive sur un système d'information. Vos collaborateurs en disposent. Le tout est de faire en sorte qu'ils en disposent d'une façon sécurisée. Pour ça, on évitera toujours de mélanger les usages perso et professionnels. C'est une pratique à observer qui limite grandement le risque. De faire en sorte que les utilisateurs n'aient pas des droits d'administration sur leur poste. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous pouvez vérifier peut-être avec vos prestataires informatiques, le cas échéant, si des droits d'admin sont dispo, qui permettent de faire des choses un peu plus avancées sur le poste et de rentrer un peu plus en profondeur dans le SI. Donc, vérifiez de ne pas disposer de droits d'administration sur des postes de travail d'utilisateurs lambda, de bien stocker vos mots de passe dans des systèmes protégés, pas dans des fichiers Excel, pas dans des notes partagées, dans des documents Word ou dans des Google Drive. On conserve ces mots de passe comme la prunelle de ses yeux dans un coffre-fort sécurisé. Il y a des solutions gratuites qui existent, qui s'appellent KeePass notamment. Il y a des solutions payantes qui peuvent être un peu plus attrayantes, mais qui vont faire office globalement de solutions similaires. Et puis, de vérifier si jamais vous avez ce genre de solution,
que vos passerelles de filtrage Internet, c'est-à-dire les passerelles qui filtrent le flux sortant ou entrant de votre système d'information ou de vos mails, sont bien activées, sont bien à jour, parce que c'est elles qui vont être un des premiers remparts quand votre utilisateur a malheureusement cliqué. C'est peut-être votre passerelle qui va juste derrière empêcher une requête malveillante vers un système compromis. Globalement, il est encore temps de faire une petite cartographie de votre système d'information. Posez-vous la question au cours peut-être d'un exercice de crise, quels sont les applicatifs métiers qui sont indispensables à mon activité, quels sont les systèmes techniques qui sont indispensables à mon activité. Si j'ai un VPN qui permet d'accéder au réseau d'entreprise depuis l'extérieur, s'assurer qu'il fonctionne bien, s'assurer qu'il est bien mis à jour, parce que même si c'est une porte d'entrée sécurisée, il faut qu'elle soit mise à jour pour rester sécurisée, sinon ça peut devenir une porte ouverte dans votre système d'information. Donc voilà, mettez en place ces quelques mesures, mettez à jour, hein, encore une fois, toutes vos briques importantes. C'est un système pas à jour qui va aussi souvent mener à une compromission de votre entreprise. Donc vérifiez sur des briques qui sont exposées sur Internet, sur vos sites web, hein, votre site web qui peut emporter parfois un e-commerce avec un chiffre d'affaires certain pendant la période. Assurez-vous que les briques sont à jour, parce que dans cette période-là, s'il y a une vulnérabilité qui sort, elle sera très certainement exploitée et vous en ferez très certainement les frais. Voire même, il y a des chances que en fait, souvent, en fait, les attaques, sont des mises à jour qui n'ont pas été faites depuis plusieurs mois. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez faire là vraiment avant les jeux, c'est faire une belle campagne de mise à jour de vos sites web, de vos services. Ça, c'est tout à fait possible et ça va déjà vous enlever en fait du scope plus facile, parce que, comment dire, les attaquants, ils sont fainéants, donc plus vous êtes difficile à attaquer, plus ils vont aller chercher les cibles faciles. Et après, il y a aussi des attaquants qui vous ciblent vous, et donc forcément, plus vous allez vous rendre difficile à attaquer, plus ils vont vous prendre du temps en fait. Et donc parfois soit se décourager, soit si vous êtes vraiment la cible, en fait ça va retarder l'attaque et donc aussi retarder l'impact. Ouais, effectivement, c'est cette logique qui est importante à observer, qui est de limiter votre exposition sur Internet quand elle n'est pas nécessaire aussi. Si vous avez des systèmes d'information au sein de votre entreprise qui permettent d'administrer, par exemple, je dis n'importe quoi, mais des passerelles d'accès à Internet, des routeurs, des firewalls, si c'est des choses qui vous parlent, évitez de faire en sorte qu'elles soient exposées sur Internet. C'est un très bon moyen de rentrer sur votre système d'information beaucoup plus directement que par le poste de travail. Donc, supprimez ces accès sur Internet et faites en sorte d'y accéder d'une autre manière, soit par l'intérieur du réseau de l'entreprise, soit au travers d'un VPN, d'une passerelle sécurisée d'accès à distance. Ce genre de choses limitera grandement le risque. Et peut-être enfin, pour en terminer sur les mesures qu'on peut vous recommander, c'est de vous assurer que la journalisation, la collecte des journaux est activée sur vos équipements. Que ce soit sur vos postes de travail au travers d'un antivirus, que ce soit sur vos applicatifs métiers au travers d'un serveur de base de données, d'un applicatif web, etc. Vérifiez auprès de vos prestataires ou de vos informaticiens que la journalisation est activée et qu'on collecte et qu'on stocke ces journaux d'une manière assez éprouvée, assez sérieuse, parce que c'est cet élément critique qui va permettre, en cas de compromission, d'aider les équipes de réponse à incident à comprendre comment l'attaquant est rentré, à comprendre comment l'attaquant s'est latéralisé sur un réseau informatique pour arriver à refermer les portes derrière et sortir un attaquant du réseau qui serait encore présent. Mais enfin, une mesure qui reste absolument toujours valable, bien au-delà des JO et comme toutes les mesures que j'ai citées précédemment, mettez en œuvre des systèmes de protection contre les codes malveillants. Vous connaissez les antivirus très certainement à titre personnel, mais les solutions plus avancées comme les EDR, Endpoint Detection and Response, sont des solutions qui vont permettre d'agir beaucoup plus profondément sur votre système d'information, de réagir, de détecter en temps réel des attaques sur votre SI et d'avoir des mécanismes qui permettront d'empêcher un attaquant typiquement de passer d'un poste de travail à un autre poste de travail, voire à votre annuaire d'entreprise qui est un actif extrêmement stratégique. Donc, mettez en place ces systèmes-là. Si vous n'en avez pas,
il est encore temps d'en acheter, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Un bon antivirus ou un bon EDR ne coûte pas une fortune. Ce sont des solutions qui vont grandement limiter le risque. Et puis, si vous en avez déjà qui sont installés sur votre système d'information, assurez-vous que ce soit le cas partout. Si certains postes n'en ont pas fait l'objet, récupérez le tir en installant ce genre de solution sur les postes manquants. Et puis, veillez à faire en sorte que ces solutions soient toujours à jour. Si ce n'est pas le cas, passez en revue les différents postes de travail pour activer des mises à jour de sécurité à la main. Ce sera toujours un gain de temps. Et puis, de manière similaire, sur vos postes de travail, utilisateurs lambda ou autres, activer les mises à jour de sécurité Windows si elles n'ont pas été faites depuis un certain temps, soit à la main en allant dans les paramètres de mise à jour de Windows et en les forçant, soit au travers d'une plateforme centralisée si vous en disposez pour déployer ces mises à jour sur les postes de travail. Ça limitera grandement le risque. Et pendant cette période-là, soyez extrêmement vigilants sur ces mises à jour-là. Évitez d'oublier ces mises à jour parce qu'elles vont vous protéger de manière très certaine. Ouais, oui, non, mais enfin, c'est exact. Et moi, je le résume souvent avec la métaphore de la voiture, parce qu'en fait, on prend souvent la métaphore pour les CERT, les centres de réponse aux incidents cyber, comme les pompiers. En fait, si vous conduisez à 200 sur l'autoroute sans ceinture, vous n'avez jamais fait la vérification, enfin, le contrôle technique, ni vérifier la pression des pneus, le jour où vous avez un accident, les pompiers vont rien pouvoir pour vous. L'objectif, c'est pas de se dire ah là je serai jamais attaqué, non, c'est vous allez être attaqué, tout le monde est attaqué, de surcroît pendant les Jeux, on parlait de 400 millions d'attaques pendant euh, les JO de Tokyo, il s'estime, un peu au doigt mouillé, mais quand même plutôt 4 milliards, enfin 10 fois plus d'attaques pour ceux de Paris. Donc l'idée c'est plutôt ok, qu'est-ce que je fais quand je suis attaqué et comment en fait j'aide les secours à m'aider. Et donc si je reprends ma métaphore de la voiture, ça va être faire le contrôle technique, ça va être vérifier la pression des pneus, ça va être mettre sa ceinture, etc. Et donc tout ce que Hubert vous a dit, c'est ça en fait, ça va vous aider à nous aider en fait pour en cas d'attaque remettre votre SI sur pied le plus rapidement possible avec le moins d'impact possible. Je pense que en ayant mis en place toutes ces actions hein, que Fanny et moi vous avons proposées, vous éviterez largement la compromission sur votre système pendant les JO, mais même au-delà. Et si c'est le cas, le risque sera peut-être plus faible et l'ampleur de l'attaque sera peut-être encore elle aussi plus faible. Peut-être un dernier point que j'ai pas forcément évoqué, mais c'est la sauvegarde. Assurez-vous bien d'avoir des sauvegardes qui fonctionnent avant les JO, dès maintenant, à vérifier que vos sauvegardes fonctionnent, qu'elles sont opérationnelles, que vous êtes en capacité de les récupérer et d'en ressortir des données opérationnelles. Si c'est pas le cas, c'est peut-être l'urgence numéro 1 dès maintenant. Sauvegardez votre base de données critique client, votre base de données de votre ERP qui gère votre production. Ce genre de sauvegarde sera de toute façon indispensable. On recommande en l'occurrence très souvent d'appliquer la règle des 3-2-1, c'est-à-dire 3 sauvegardes sur 2 supports distincts, avec un support étant déconnecté du réseau. C'est une manière extrêmement efficace de limiter le risque, parce que quand vous êtes victime d'une cyberattaque, les attaquants s'en prennent très rapidement à vos supports de sauvegarde. C'est assez logique, c'est votre parachute, donc sans parachute, on tombe. Donc assurez-vous d'avoir des sauvegardes qui fonctionnent. Ça peut être une version extrêmement dégradée de ce que je dis, hein. Ça peut être un disque dur USB que vous branchez à votre PC, le temps de faire une sauvegarde dès maintenant de vos Word, de votre base de données extrêmement critique, et puis de la stocker dans un coin bien précieux. Si vous avez un petit coffre avec des clés, mettez-le avec. Ça ne sera de toute façon qu'une solution mieux que rien. Si vous avez la capacité d'avoir un système de sauvegarde avec un serveur NAS, c'est mieux, mais cette sauvegarde n'est pas forcément suffisante. En l'occurrence, d'autres attaquants pourront s'en prendre à ces systèmes-là. Donc, ayez toujours une petite sauvegarde, même minimaliste, mais déconnectée du réseau sur une clé USB, sur un disque dur, un DVD à graver si vous êtes un peu à l'ancienne, peu importe. Ça ne coûte pas grand-chose et ça sera toujours très appréciable en cas de compromission. Voilà, je pense qu'on en a fini sur les recommandations qu'on vous propose. Yann, je te repasse la parole. Super, merci beaucoup Fanny et Hubert. Bah, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser via le chat. On regarde François, je ne sais pas s'il y a des questions.
n'hésitez pas, on laisse peut-être quelques secondes. Mais encore merci Fanny Hubert, c'était très clair et j'espère que ça a pu voilà, éclairer les personnes qui ont écouté ce webinaire. On a une remarque là, pas de questions. Ok, bah je vais peut-être faire un peu un résumé, un peu une synthèse de nos échanges. Donc moi, je retiens que sur la situation, on a une menace cyber qui est élevée en France et dans le monde, comme l'indique l'état de la menace qui est publié par l'ANSSI. On a un contexte géopolitique qui reste tendu, et tu l'as rappelé Hubert, avec les différents conflits qu'on connaît. On va très probablement avoir une forte augmentation des attaques durant cette courte période des JO. Le message que vous avez indiqué, c'est que tout le monde est concerné, y compris les PME. On va avoir quelques menaces spécifiques aux JO dans cette période très courte, mais on voit que les motivations des attaquants restent toujours les mêmes, l'appât du gain, la déstabilisation, l'espionnage, avec des attaques qui est classiques et avec un peu personnalisées dans le cadre des JO, mais je pense au phishing notamment, mais aussi des attaques de type rançongiciel et DDoS. Tu l'as réindiqué, Fanny, la question, c'est plus de savoir si on va être attaqué, mais est-ce que vous allez avoir dans votre structure, dans votre PME, la résilience, les bonnes pratiques, les bons réflexes pour y faire face. Et en parlant de réflexes, moi, je retiens voilà, le premier réflexe, si jamais vous êtes attaqué, c'est de contacter la plateforme Urgence Cyber Île-de-France. On rappellera jamais assez ce numéro, le 0800 730 647. Accessible aussi via une adresse mail urgencecyber@île-de-france.fr, et il y a un site web. L'idée, vous l'avez rappelé tous les deux, c'est d'essayer de rendre la vie la plus difficile aux attaquants. Hubert a rappelé quelques gestes simples, et Fanny, d'hygiène numérique, des mots de passe suffisamment complexes, des mises à jour de vos différents services. Tu l'as rappelé sur la fin, Hubert, voilà, des backups, des sauvegardes sur des choses qui sont déconnectées d'Internet. Et même, n'hésitez pas à vous entraîner dans les derniers jours face à cette menace cyber. Moi, je pense que globalement, il faut qu'on profite de ces JO pour essayer d'élever le niveau de sécurité de tous nos services, y compris au niveau des PME. Donc, ça sera mon dernier mot. L'idée, c'est n'hésitez pas à contacter Cybia. Donc, l'adresse, c'est cybiah.eu. Donc, encore une fois, c'est un dispositif qui est coordonné par le campus cyber. C'est un consortium avec des acteurs publics et privés. On est là pour vous aider à gagner en maturité cyber si vous êtes une PME côté Île-de-France ou une collectivité. On est financé par la région Île-de-France et par l'Union européenne. Donc en plus, c'est sans reste à charge, c'est gratuit pour les acteurs de côté Île-de-France. Donc n'hésitez pas à en profiter. On est vraiment là pour vous aider, vous accompagner dans différentes phases de diagnostic et établir en fonction de votre contexte et de vos risques les actions qui sont les plus prioritaires à mettre en place. Et on va même vous accompagner à aller chercher du financement pour financer certaines solutions techniques qui pourraient coûter de l'argent en fonction de vos besoins. Donc voilà, ayez ces deux réflexes, la plateforme Urgence Cyber Île-de-France si vous êtes attaqué, et en amont pour essayer de faire en sorte de rendre la vie la plus difficile aux attaquants, ayez le réflexe Cybia pour qu'on puisse vous accompagner. Voilà, merci à tous, et on fera régulièrement des webinaires de ce type. N'hésitez pas à parler autour de vous de ce webinaire et de ces deux initiatives, Cybia et Urgence Cyber Île-de-France. Merci à tous, et encore merci à Fanny et à Hubert. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.